Quand on parle de manga culte, il y a toute une liste de titres qui sont inévitables. Bien sûr, il y a les traditionnels Dragon Ball, One Piece, Naruto, auxquels on peut ajouter les plus récents comme Jujutsu Kaisen, My Hero Academia ou Demon Slayer, puis également des plus anciens comme Hokuto no Ken ou City Hunter. Mais il faut savoir que la réponse peut varier suivant le pays où on se trouve. Par exemple, chez nous, les Chevaliers du Zodiaque ou Olive et Tom, c'est un peu vieillot, alors qu'en Espagne ou au Brésil, c'est toujours méga d'actualité de ouf. Autre exemple, le manga Lupin 3 est particulièrement apprécié en Italie, alors que chez nous, c'est plutôt OSEF. Eh bien au Japon, il y a des dizaines de mangas qui sont cultes et qui sont pourtant totalement inconnus chez nous. Et la question qu'il faut se poser, c'est pourquoi? Mais pour répondre à cette question, il va falloir faire un petit peu d'histoire. Non, en vrai, je m'en fous. Mais non, tu vas apprendre des trucs, tu vas voir. L'histoire du manga en France commence en 1969 dans les pages de deux magazines dédiés aux arts martiaux, le Judo Kadeka et le Budo Magazine. C'est en mai et en octobre 1969 dans les pages de ces magazines que paraissent le manga Obara, un drame de samouraï historique en bande, et le manga La dramatique histoire Budo du samouraï Shinsaburo, du mangaka Hiroshi Hirata, sous l'impulsion d'un homme appelé Henry Play. En replay, en VOD et en streaming? Alors, Henry Play est le créateur de ces deux magazines, mais pas seulement. Pour les non-initiés du monde des arts martiaux, cet homme est le premier français à avoir ouvert un dojo enseignant les 4 piliers des arts martiaux japonais, c'est-à-dire judo, aikido, kendo et karaté. Il est aussi le maître le plus haut gradé en dehors du Japon. Respect. Grâce à cet homme et à son équipe, les mangas ont fait leur premier pas sur le territoire français. Ça a tellement plu aux lecteurs que la rédaction s'est mise à recevoir des lettres de personnes qui réclamaient plus de pages de manga dans le magazine. Finalement, c'est plus d'une dizaine de mangas qui se sont retrouvés publiés entre 1969 et 1973. Suite à ça, plusieurs tentatives infructueuses pour percer le marché ont eu lieu, avec par exemple en 1978 le magazine Le Krikitu, créé par Motoshi Takemoto, qui ne connut que 6 exemplaires avant d'être arrêté. Cependant, la même année, c'est l'arrivée de l'émission Récréa 2 sur la chaîne Antenne 2, qui parviendra à ouvrir la première brèche, grâce à la diffusion des premiers dessins animés japonais à la télévision française. Goldorak, Candy, Cobra, Albator ou encore Lady Oscar sont les candidats qui ont permis au manga de s'implanter en France. Ou plutôt l'animation japonaise, parce que là, malgré le succès des animés, le marché du manga, c'était encore un petit peu anecdotique. C'est réellement 10 ans plus tard, avec le succès fracassant de l'émission Club Dorothée et la diffusion des animés Les Chevaliers du Zodiaque, Ken le Survivant et surtout Dragon Ball, que certains mangas ont vraiment commencé à devenir quelque chose de populaire, quelque chose de culte. Depuis, les mangas n'ont eu cesse de gagner en popularité, allant même jusqu'à rafler les premières places au podium des ventes de livres en France. Et ça, c'est beau. Alors avant d'aller plus loin, on va mettre un truc au clair tout de suite. Dans cette vidéo, je vais beaucoup employer le terme culte pour désigner des mangas. Alors le mot culte, c'est une emphase qu'on utilise un peu à tort et à travers pour désigner des trucs qu'on aime bien. Il va s'agir de poser une définition assez précise de ce que c'est culte. C'est pour ça que dans cette vidéo, on va se baser sur la définition donnée par l'Académie française qui dit que le terme culte, ça veut dire fait référence dans son domaine, ou d'une qualité indiscutable. Nous, on va surtout se concentrer sur le côté référence dans son domaine. Oui. Ah, aujourd'hui, on dit plus trop culte, hein. On dit plutôt masterclass ou gros banger. Ouais, voilà. C'est cordon bleu, frère. Cordon bleu. Bah ouais, cordon bleu. Croustillant, moelleux à la fois. Mais qu'est-ce que tu racontes? Si chez nous, Dragon Ball, Saint Seiya, Goldorak ou Albator sont devenus cultes, c'est en grande partie aussi grâce au contexte dans lequel ils nous sont parvenus. D'ailleurs, il y a des mangas qui sont vachement cultes en France, mais qui sont complètement anecdotiques au Japon. C'est le cas par exemple de Goldorak. Sans déconner, Goldorak c'est anecdotique? Et oui, à ma connaissance, c'est Mazinger Z qui est culte, alors que Goldorak, Grandinzer, là-bas, tout le monde s'en bat plus ou moins les steaks. Bref, après cette longue introduction, vous comprendrez que le statut qu'obtient une œuvre aux yeux du public dépend non seulement de sa qualité, mais aussi du contexte dans lequel il a été découvert. Ce qui vous permettra sans aucun doute de comprendre pourquoi les 4 mangas que je vais vous présenter aujourd'hui sont absolument cultes au Japon, mais alors complètement inconnus chez nous. Koshira Katsushikaku Kamehari Koen Mae Atsushujo, simplifié en Koshikame, est un manga de Osamu Akimoto, un mangaka qui n'est connu que pour cette œuvre. Et c'est compréhensible quand on se penche sur la longévité du manga. En effet, Koshikame a été, jusqu'en 2021, le manga le plus long de l'histoire avec 201 volumes à son actif. C'est le manga Golgo 13 qui lui prendra sa place en septembre de la même année dans le Guinness Book des records avec la sortie de son volume 202. Bonus fact, Koshikame et Golgo 13 sont tous les deux dans le top 10 des mangas les plus vendus de tous les temps, Koshikame étant à la 7ème place devant Demon Slayer, Bleach, Jojo Bizarre Aventure. Golgo 13 siège à la 3ème place
juste derrière Dragon Ball et One Piece. Il y a de la performance, mais en même temps il y a plus de 200 tomes, le bordel, c'est interminable. Mais quand même. Oui. Koshikame a été publié de 1976 à 2016 dans le Weekly Shonen Jump de la Shueisha et nous raconte l'histoire de Kankichi Ryotsu, un agent de la station de police Kamehari dans le quartier de Katsushika à Tokyo. Kankichi Ryotsu est un policier approchant la quarantaine. Il est paresseux, immature, otaku sur les bords et surtout toujours prêt à s'en mettre plein les fouilles, quitte à vivre toutes sortes de mésaventures, mais il est malgré tout dévoué et passionné par son travail. Ces histoires sont racontées un peu à la manière d'une sitcom, avec des péripéties qui ne se suivent pas vraiment les unes les autres, et qui traitent avec humour de divers sujets très liés à la société japonaise, comme la bureaucratie ou l'actualité, le tout se déroulant quasiment exclusivement dans le quartier de Katsushika. Koshikame est un manga extrêmement populaire au Japon et il a une influence significative sur la culture populaire du pays. La série est particulièrement saluée pour son humour intemporel et ses personnages mémorables, personnages qui sont d'ailleurs devenus des mascottes du quartier dans la réalité où plusieurs statues taille réelle à leur effigie ont été installées. Je pense que vous avez compris à quel point ce manga est culte au Japon, et vous serez sans doute très surpris d'apprendre qu'il n'a jamais été édité chez nous. Après, quand on voit de quoi parle l'histoire, on peut tout à fait comprendre que le traduire les blagues, c'est pas forcément évident au vu du thème de l'histoire, hein. Il y a une très grosse différence culturelle entre la France et le Japon. Ouais, j'avoue, imagine on ferait un manga en France qui parlerait de flics. Ça parlerait pas du tout d'histoire rigolote et bonne enfance, ça serait plutôt à base de manifestations et de refus de... Je vais pas finir ma phrase en fait. Ouais, vaut mieux, ouais. Viens, on parle d'autre chose. Kinnikuman est un manga créé par Yoshinori Nakai et Takashi Shimada qui font équipe sous le nom de Yude Tamago. Il a été publié à l'origine dans le Weekly Shonen Jump entre 1979 et 1987, puis a repris sa publication en 2011, après diverses adaptations et suites dans le web magazine Shupley News de la Shueisha, et est toujours en cours depuis dans un format hebdomadaire à raison d'un chapitre gratuit tous les lundis. Le manga raconte l'histoire de Suguru Kinniku, alias Kinnikuman, un super-héros maladroit, moche et un peu con, qui découvre qu'il est en réalité le prince héritier de la planète Kinniku. Une planète considérée comme le berceau des plus grands super-héros de l'univers. En apprenant sa véritable origine, il s'impose comme objectif de devenir un grand super-héros digne de sa lignée royale. Pour atteindre son but, Kinnikuman participe à des compétitions de catch et combat des super-vilains en utilisant ses super-pouvoirs qu'il tire de sa consommation d'ail. Eh mais c'est comme Wario Man! Wario Man. Et ouais, c'est la version super-héros de Wario où il se transforme en mangeant une gousse d'ail. Ah ouais, ce qu'on voit dans Smash Bros. Kinnikuman est une parodie de super-héros, initialement pensée par ses créateurs comme étant un détournement du super-héros Ultraman. Ultraman n'étant d'ailleurs pas le seul super-héros parodié, d'autres figures comme Batman ou Captain America y prennent également pour leur grade. Le manga se moque des différents codes du monde des super-héros tout en y ajoutant une touche de catch plein de muscles et punchline un peu naze. Contrairement à Koshikame qui n'est pas sorti du Japon, Kinnikuman est bel et bien arrivé chez nous dans les années 90 par l'intermédiaire du Club Dorothée. L'anime avait été rebaptisé Muscleman et le générique était chanté par Bernard Minet. Le manga par contre n'a jamais été édité en France. La France a été l'un des rares pays à avoir tenté d'exporter Kinnikuman. Malheureusement la diffusion s'est arrêtée au bout de 48 épisodes et là tu te demandes sans doute pour quelle raison. Et bien pour connaître la raison, voici un extrait d'un communiqué officiel du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le CSA, qui s'appelle aujourd'hui l'ARCOM. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a constaté sur TF1, dans le Club Dorothée, que le dessin animé japonais Muscleman, série hebdomadaire d'1 quart d'heure, met en scène un personnage affublé d'un symbole nazi. Celui-ci porte un maillot rouge orné en son centre d'un disque blanc dans lequel s'inscrit une croix gammée noire. Il est le compagnon du héros et l'aide à combattre ses ennemis. Il n'est pas acceptable qu'un symbole nazi soit présenté sous un jour favorable. Le Conseil a donc demandé à TF1 que de telles images ne soient plus diffusées. Communiqué numéro 81 du 15 avril 1990. Le personnage en question s'appelle Broken Jr. et son apparition dans la série est la cause de la toute première déprogrammation télévisuelle pour un dessin animé en France. L'animé original comportait 137 épisodes, 104 épisodes ont été doublés en français et seulement 49 ont été publiés. Après ça, Kinnikuman a quasi totalement disparu en France. Et là on se retrouve face à un cas très particulier d'un animé qui aurait pu devenir culte en France au même titre qu'un Saint Seiya ou qu'un Hokuto no Ken, Ken le survivant. Parce qu'en plus le plus triste là-dedans c'est que le dessin animé était vachement apprécié du public, mais là l'arrêt de diffusion soudaine, ça lui a coupé les ailes, en plein vol. Boum, disparu. Eh, c'est con ça, parce que moi j'aime bien les super-héros comiques comme ça, genre One Punch Man ou Captain Biceps. En plus, la série animée avait toutes les qualités requises pour être un banger en France et devenir culte. Doublage nanardesque, intrigue incompréhensible parce que charcuté au montage on sait pas trop pourquoi, et générique de Bernard Minet où il répète 150 fois le mot Muscleman. Incroyable. Non mais là franchement, on a raté un truc là. Oui.
Parce qu'au Japon, c'est vraiment culte et plein de mangaka lui rendent hommage dans leur propre manga. Vous vous êtes jamais demandé d'où pouvaient bien venir les délires de mecs musclés dans Full Metal Alchemist avec Alex Louis Armstrong? Eh bien, Kinnikuman. Ou encore d'où pouvait bien venir le Pandaman qui se cache dans les pages de One Piece, le fameux easter egg bien connu des fans. Encore une fois, Kinnikuman. Et il y aurait encore plein d'exemples possibles allant de My Hero Academia à Street Fighter. Enfin bref, Kinnikuman, vous l'avez compris, est un manga, un animé, une licence absolument culte au Japon, qui par un coup du sort n'a pas vraiment eu la chance d'être culte aussi chez nous. Et ça c'est bien triste, oui. One Punch Man est un manga de Takeshi Yanase qui a été publié de 1973 à 2013 par l'éditeur Frobelkan. A l'origine, ce n'était qu'un livre d'images pour enfants qui racontait l'histoire d'un petit super-héros fait de pain sucré fourré à l'anko, de la pâte de haricots sucrés, qui venait en aide aux gens dans le besoin en coupant des morceaux de sa tête pour les nourrir. L'histoire d'One Punch Man se déroule dans un monde fictif où tous les personnages sont des créatures comestibles. Il est souvent accompagné d'autres personnages tels que Curry Pan Man, au visage de pain au curry, et Shoku Pan Man, au visage de pain de mie, qui ont des pouvoirs similaires. Par la suite, la série de livre a été adapté en manga puis en animé et c'est à ce moment-là que One Punch Man est devenu un véritable phénomène national. C'est en octobre 1988 que les petits japonais voient débarquer le petit héros sucré à la télévision dans sa série Soreikei One Punch Man, qui est toujours diffusée de nos jours et qui comporte près de 1600 épisodes. Chaque épisode se déroulant plus ou moins de la même façon. One Punch Man survole sa ville et vient en aide aux habitants en combattant son ennemi de toujours, Baikin Man, grâce à son coup spécial le... Et bien sûr, les gentils gagnent toujours à la fin et le méchant repart en disant « La prochaine fois je t'aurai, One Punch Man, moi !» Ouais, en gros, c'est la même merde que n'importe quel dessin animé pour gosses, en fait. Dans l'absolu, oui. Du coup, pourquoi c'est particulièrement culte? Je vais l'expliquer, mais pour mieux comprendre, il va falloir que je vous parle un petit peu de son créateur. Takashi Yanase est né le 6 février 1919 dans la ville de Kochi au Japon. Il a obtenu son diplôme d'illustrateur en 1939 à l'université de Chiba, puis a rejoint le département marketing d'une grande compagnie pharmaceutique japonaise. En 1941, il est enrôlé dans l'armée en tant que sous-officier et il se trouve affecté à la 6e compagnie de réserve de l'artillerie lourde de campagne stationnée en Chine. Pendant la Seconde Guerre mondiale, il a participé à des missions de pacification et pendant la guerre du Pacifique, il a perdu son petit frère au combat. Après la guerre, comme beaucoup d'autres vétérans, Takashi Yanase s'est retrouvé réduit à gagner maigrement sa croûte en collectant des déchets. Bien sûr, quelques années plus tard, il finira par s'en sortir et même à se marier. Mais tous ces événements l'auront profondément marqué et lui serviront d'inspiration pour créer One Punch Man. À travers ses livres, Takashi Yanase avait la volonté de transmettre des messages forts aux enfants. Et qui de mieux qu'un homme ayant côtoyé et été témoin des pires atrocités pour enseigner aux enfants la bienveillance, la gentillesse et l'espoir. One Punch Man n'est pas le plus fort des super-héros, ni le plus beau, ni le plus grand, au contraire. Il est plein de défauts et de faiblesses liés à sa nature de petit pain sucré. Parce que oui, One Punch Man est littéralement fait de pâte à pain, ce qui le rend très vulnérable. Mais il surpasse malgré tout ses faiblesses par la force de son courage et de sa gentillesse sans limite. Avec One Punch Man, Takashi Yanase a voulu montrer qu'un héros même faible est un héros, et surtout qu'il est bien plus intéressant de voir un super-héros se débattre de toutes ses forces pour triompher que de le voir gagner en un seul coup de poing. Gagner en un seul coup de poing? Attends... Mais c'est exactement l'opposé de One Punch Man en fait, One Punch Man. Pour être plus précis, c'est plutôt One Punch Man qui est l'exact opposé de One Punch Man. Mais oui, c'est ça. Avec son personnage, l'auteur voulait apprendre aux enfants l'humilité et le respect des autres, leur apprendre que ce sont nos défauts qui font de nous ce que nous sommes, et One Punch Man incarne cela plus que tout autre héros pour enfants. C'est toutes ces bonnes valeurs qui ont conquis le cœur des petits et des grands, propulsant le héros au sommet. One Punch Man s'est imposé partout, plus d'une trentaine de longs métrages, des émissions spéciales pour Noël, des jouets, des gâteaux, des bonbons, des sacs à dos, des peluches, des jeux vidéo, des musées et même des trains à l'effigie du personnage. Il est d'ailleurs tellement populaire qu'il a même surpassé Hello Kitty. D'ailleurs, One Punch Man est même inscrit dans le Guinness Book depuis 2009 comme étant la série comportant le plus de personnages différents, avec pas moins de 1768 personnages. C'est bien simple, depuis plus de 30 ans, c'est absolument impossible pour un enfant japonais de ne pas être exposé à One Punch Man. C'est tellement culte et tellement connu là-bas que je sais même pas si on a un équivalent en France. Astérix, Petit ours brun, ou cette saloperie haram de Peppa Pig. Ou alors les princesses Disney. Haram aussi ça. One Punch Man s'est exporté dans plusieurs pays, notamment les USA, l'Inde et la Corée du Sud. Et malheureusement, ça n'a jamais été importé en France. Ouais, c'est peut-être dû au fait que les personnages sont des aliments qui sont un peu trop exotiques pour nous. Non, je pense pas, ils auraient pu juste simplement renommer les aliments.
Ouais, un peu comme dans Lucie l'amour et rock'n'roll, où les fameuses crêpes, bah en fait c'était des okonomiyaki. Bah ça aurait pu donner Brioche Man, ou un truc dans le genre. Bref, on ne saura sans doute jamais vraiment pourquoi One Punch Man n'est jamais venu chez nous, mais ce qui est sûr c'est qu'One Punch Man est un exemple parfait de manga culte au Japon et totalement inconnu chez nous. Gegege no Kitaro, ou Kitaro le repoussant en français, est un manga de Shigeru Mizuki, paru en 1959 qui place son histoire dans le Japon des années 50, alors en pleine reconstruction après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le pays se reconstruit et se modernise en promettant une grande prospérité à ses habitants. Malgré tout, certains Japonais vivent encore dans des conditions très modestes, en particulier dans les zones les plus rurales, ce qui provoque chez eux de véritables frustrations. Profitant de ces moments difficiles, les esprits malfaisants et les yokai malveillants viennent perturber l'équilibre entre le monde humain et le monde des morts en abusant de leur pouvoir mystique. Un petit yokai plein de bonne volonté décide alors de les combattre afin de rétablir l'ordre. Ce yokai se nomme Kitaro et il a l'apparence d'un petit garçon à qui il manque l'œil droit, raison pour laquelle il est qualifié de repoussant. Il offre ainsi son aide aux personnes qui ont des problèmes avec des yokai malveillants en acceptant les lettres postées dans une boîte aux lettres spéciale. Alors, Gegege no Kitaro est un manga que peut-être certains d'entre vous connaissent. En effet, il y a eu une nouvelle adaptation en 2018 qui était disponible sur Crunchyroll, si je dis pas de bêtises. Pour ceux qui se souviennent du dernier épisode de Dragon Ball Super en 2018, à la fin de l'épisode, à la place de la traditionnelle bande-annonce pour le prochain épisode, on avait eu un aperçu de la nouvelle série Gegege no Kitaro qui prendrait la suite de DBS sur sa tranche horaire. Et la plupart d'entre vous, moi y compris, ont osé totalement. Et ben pourtant, nous sommes passés à côté d'un manga culte au Japon. Un véritable classique même. L'animé de 2018 a quand même eu droit à une diffusion sur la chaîne J1, donc c'est pas si osef que ça finalement. J1. J1, la chaîne de télévision. Ah, parce que tu connais encore des gens qui regardent la télé, toi? Non, j'avoue, ouais. À part quelques boomers. Le manga Gegege no Kitaro a été publié en France aux éditions Cornelius. Malheureusement, la série n'a pas été publiée dans son intégralité, sans doute à cause d'un manque d'intérêt du public. L'animé de 2018, quant à lui, il faut bien savoir qu'il s'agissait en réalité de la 7e adaptation animée du manga. 7e, genre la saison 7? Ah non, 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 hein, 7e version, 7e remake, oui. Gegege no Kitaro est à l'origine une histoire qui n'a pas été créée par l'auteur du manga Shigeru Mitsuki. L'histoire originale de Kitaro date de 1933 et a été écrite par une personne du nom de Masami Ito. Le titre originel était Akaba no Kitaro, qui se traduirait par Kitaro du cimetière. Et ce n'était pas un manga, mais un kamishibai, littéralement un petit théâtre de papier qui est en quelque sorte l'ancêtre du manga. Le kamishibai est une technique de contage d'histoire japonais qui consiste à faire défiler entre 10 et 15 illustrations pendant qu'un narrateur vous raconte l'histoire. En gros, c'est un peu ce que font les maîtresses d'école lorsqu'elles lisent des histoires aux tout petits. C'est en 1959 que Shigeru Mizuki reprendra et adaptera l'histoire en manga à la demande de son éditeur, avec bien sûr l'accord de son créateur d'origine. Le manga est alors toujours titré Akaba no Kitaro, et c'est en 1961 qu'apparaît le manga sous le titre Gegege no Kitaro, qui est en fait une deuxième série faisant suite à la première. Finalement, la série s'est terminée en 1969 après 10 ans de publication. Sa première adaptation animée date de 1968 et comporte 65 épisodes, et depuis, l'histoire a été réadaptée régulièrement, à raison d'une tous les 10 ans environ. La première date des années 60, la seconde des années 70, puis fin des années 80, puis fin des années 90, début 2000, ensuite une de 2007 à 2009, et enfin la dernière en date de 2018 à 2020. Le manga Gegege no Kitaro est un véritable pionnier dans le genre histoire de fantômes, tant et si bien que ça a inspiré de nombreux mangaka par la suite. Par exemple, l'auteur de Jujutsu Kaisen est tellement fan de Gegege no Kitaro que pour lui rendre hommage, il a pris pour pseudonyme Gege Akutami. Parce que oui, au cas où vous n'étiez pas au courant, Gege Akutami est bien un pseudonyme. On raconte qu'ils boivent ton sang et qu'ils le remplacent par du pipi. Gegege no Kitaro est un manga, une œuvre très fortement ancrée dans l'imaginaire japonais qui revient très régulièrement remettre au goût du jour l'univers des yokai. D'ailleurs, c'est un emblème tellement fort du folklore japonais que ces personnages sont devenus les mascottes de la ville de Sakaminato, la ville d'origine du mangaka. Ville dans laquelle on peut retrouver plus d'une centaine de statues représentant les différents yokai du manga, ainsi qu'un musée consacré aux œuvres de Shigeru Mizuki. Personnellement, je pense qu'il y a plein de facteurs qui font que Gegege no Kitaro n'est jamais arrivé chez nous. Alors ça a arrivé entre temps aujourd'hui, mais c'est pas arrivé à la bonne période. Je pense que le manga est beaucoup trop vieillot pour le public d'aujourd'hui, même s'il y a des petites différences culturelles avec les yokai. Aujourd'hui, les yokai, tous les fans de manga savent ce que ça veut dire, tout le monde sait ce que c'est. Donc peut-être qu'un remake en manga
qu'on pourrait s'y intéresser, mais à l'époque, on a un peu loupé le coche. C'est un petit peu dommage, mais en tout cas, ça me donne envie de m'y intéresser un peu plus, que l'histoire derrière est plutôt cool. Ouais. Voilà, c'était 4 mangas très cultes au Japon et inconnus, ou presque, en France. J'espère que vous avez appris pas mal de choses dans cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire, ça fait plaisir, ainsi qu'un petit pouce bleu. Et on vous dit à très bientôt sur la chaîne Le Chef Otaku pour de nouvelles masterclass. Que la passion vous guide. Oui. Eh oh, tu vas pas te barrer comme ça, hein? Tu vas laisser un pouce bleu? Un petit pouce bleu, hein? Puis tu regardes aussi les autres vidéos? Parce que voilà, tu t'abonnes? Ouais?